partie qui est l'apprentissage profond, en anglais deep learning, donc qui est vraiment construit sur les réseaux de neurones qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui est apprentissage profond ou deep learning? Alors, deep learning est un sous-domaine de l'apprentissage automatique, qui est lui-même un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Donc, vraiment, le deep learning est... Pardon. Ah, laser, elle est là. Donc, le deep learning est vraiment des techniques basées sur le réseau de neurones, qui sont vraiment un sous-ensemble de techniques qu'on a vues d'apprentissage automatique. Et bien sûr, c'est un domaine qui a été développé par beaucoup de chercheurs, dans Hinton, Bengio, LeCun, etc. Il y en a beaucoup de chercheurs qui ont vraiment, à travers les années, ont développé ce domaine. Donc, voilà. Alors, revenons un petit peu au réseau de neurones. Comme j'ai dit tout à l'heure, encore au début, que les réseaux donc les deep learning ou l'apprentissage profond visent justement à créer des réseaux de neurones ou des architectures de réseaux de neurones. Non seulement ils vont faire l'apprentissage d'association des entrées vers les sorties, mais aussi le but c'est d'extraire ce qu'on appelle des représentations de données avec différents niveaux d'abstraction. Ça, c'est vraiment ce qui différencie les architectures de deep learning avec les architectures classiques. Les architectures classiques, on ne se soucie pas, il y a juste des neurones, des couches intermédiaires, et puis les réseaux vont tout simplement associer les entrées vers les sorties. Alors, le deep learning, ce qu'on voudrait, c'est trouver, donc les couches intermédiaires vont essayer de représenter, avoir des représentations de données avec des niveaux d'abstraction qui peuvent avoir une certaine interprétation. Alors, bien sûr, le deep learning est inspiré de la biologie humaine, c'est-à-dire des réseaux de neurones dans le cerveau. Ah, c'est pas la peine, puisqu'il y a... Ah, ok, merci. Et bien sûr, ils vont se baser, comme on a dit, sur une cascade de couches avec des unités de processing ou de traitement non linéaire, comme on a vu, pour l'extraction de ces caractéristiques-là ou de ces représentations. Alors, commençons par le rappel que j'ai présenté tout à l'heure des techniques d'apprentissage automatique classique. J'avais dit que les algorithmes, vers les années 80, 90, 2000, la plupart des algorithmes se basent d'abord... les algorithmes ne peuvent pas traiter les données brutes telles quelles. Il fallait extraire des caractéristiques initiales qui peuvent être intéressantes pour la classification ou la régression. Alors souvent, on faisait donc un processus d'engineering pour sortir des bonnes caractéristiques à partir du son, à partir de l'image, à partir du texte, qui vont nous permettre de faire de la bonne classification. Malheureusement, donc un exemple, des exemples typiques, c'est par exemple la reconnaissance visuelle. Il y a beaucoup de techniques pour l'extraction par exemple, des contours dans l'image, des coins, des détecteurs comme SIFT par exemple. Une fois qu'on l'a extrait, on extrait ce genre de caractéristiques-là, on les passe dans un classificateur, genre SVM, réseau de neurones, etc. Pour la classification de texte, on peut utiliser les fréquences de mots, par exemple, la ponctuation, les bigrammes, etc., pour la classification de texte. Pour le speech recognition, la reconnaissance de la parole, on peut utiliser des caractéristiques comme la DCT, par exemple. On peut utiliser les caractéristiques fréquentielles comme l'MFCC, etc. Donc tout ça, c'est des caractéristiques qui sont engineered, ça veut dire fabriquées à la main par des experts, puis utilisées par des classificateurs tels quels. Et donc, les caractéristiques qu'une fois extraites passent par, comme j'ai dit, un processus de processing, feature extraction, feature selection. Ensuite, on passe dans un algorithme d'inférence ou de reconnaissance de classe ou de régression d'une valeur quelconque. Donc, de catégorisation, par exemple, d'une image vers la catégorie d'objets qui existe dans l'image, mettons. Alors j'ai dit malheureusement, ce processus-là d'engineering de caractéristiques, il a quand même certains désavantages. Le premier, c'est qu'il prend beaucoup de temps. Alors pour un problème donné, texte, image, son, n'importe quel problème,
il faut générer de bonnes caractéristiques pour pouvoir exploiter les données pour faire de la prédiction. Et souvent, on a besoin d'experts pour justement créer ces caractéristiques-là, nous y dire quelles sont les bonnes caractéristiques à utiliser. Puis, bien sûr, pour les applications basées sur l'apprentissage, on prend beaucoup de temps pour ajuster les caractéristiques au fur et à mesure que les applications évoluent. Une dernière, comment dirais-je, limite, qui n'est pas des moindres, c'est que les caractéristiques qu'on peut extraire de manière manuelle, ils n'ont pas nécessairement une représentation structurelle ou hiérarchique, reflétant par exemple des niveaux d'abstraction dans les mesures qu'on va prendre sur les objets. Alors de là vient justement l'apprentissage de représentation. Alors la question qui s'est posée, est-ce que ces caractéristiques-là, on a une chance de les apprendre automatiquement? Autrement dit, est-ce que le système, l'ordinateur, peut prendre les données brutes et puis extraire ces caractéristiques tout seul? Voir ce qui est important, par exemple pour reconnaître une voiture, est-ce qu'on a besoin de voir les roues d'abord, voir est-ce qu'il y a une carcasse? Alors au lieu que ce soit un expert qui va définir ces caractéristiques-là, on va laisser l'ordinateur déterminer ces caractéristiques lui-même. Donc ce qu'on va donner justement, donc on aimerait bien extraire ces représentations-là de manière automatique en utilisant un grand ensemble de données étiquetées. Surtout, on a besoin de données étiquetées. Donc beaucoup de données avec des classes, pour chaque donnée il y a une classe. Et on donnerait beaucoup de données donc, sous la forme brute, que ce soit du texte, de l'image, du son, ou des données génétiques par exemple. Et l'algorithme va lui-même chercher la bonne représentation. Il va découvrir la représentation nécessaire pour faire de la classification, extraire les caractéristiques intéressantes dans les données. Alors, la représentation avec différents niveaux d'abstraction va être faite par des fonctions non linéaires, comme on a vu dans les réseaux de neurones. Bien sûr, on espérait que la combinaison de plusieurs transformations non linéaires peuvent approximer n'importe quelle fonction complexe. Genre de la reconnaissance d'image, la reconnaissance de son et tout ça. Donc, les architectures d'apprentissage profond, on va espérer qu'ils peuvent réussir à extraire ces caractéristiques-là automatiquement et faire la classification nécessaire. Exemple, par rapport au niveau hiérarchique que j'ai expliqué tout à l'heure, le niveau de représentation hiérarchique. Prenons un exemple. Dans le texte, on sait que les phrases sont composées de mots. Les mots sont composés de lettres. Et les lettres, par exemple c'est écrit à la main, ils sont composés de ce qu'on appelle de contours, des lignes. On peut associer des lignes et des courbes pour faire comme on appelle des lettres. Pour ce qui est de traitement d'image, par exemple, les objets sont faits avec des parties locales. Par exemple, un humain il est composé d'une tête, de mains, de torso, de pieds, etc. Les parties locales sont construites à partir de lignes et de coins. D'accord? Et les lignes sont construites à partir de contours. Donc, on peut, disons, avoir la forme d'un objet complet en superposant des formes locales moins complexes. Donc, il y a un certain niveau hiérarchique de représentation, donc avec différents niveaux d'abstraction. Donc, c'est ce qu'on aimerait espérer récupérer par les réseaux de neurones profonds. Tout ça, il est récupéré par les réseaux de neurones profonds. Alors, bien sûr, les applications de deep learning, avant d'aller exposer le vif du sujet, juste pour vous dire à peu près quels sont pourquoi c'est un domaine qui a eu beaucoup de succès. Alors, juste pour vous dire quelques chiffres, dans la reconnaissance de la parole, la performance a été à peu près stable pendant une vingtaine d'années, même de 90, à peu près jusqu'au début des années 2000. Et il y avait à peu près un taux de succès assez stable. Avec la venue du deep learning, la performance a augmenté de 20% en une année. Voyez-vous là? Puis tout le monde n'a pas cru là. L'imagerie est à peu près pareil, la reconnaissance d'objets. Ça a été une révolution en quelques années. Donc ils ont vraiment donné des performances extraordinaires par rapport aux algorithmes classiques qui se basaient sur l'engineering des caractéristiques, puis passaient par une approche de classificateur placé sur les caractéristiques
extraites manuellement. Donc ça, c'est le deep learning qui apprend tout sur l'image, sur le son, etc. Puis il y a beaucoup de performance aussi par rapport à la translation. Donc, je ne sais pas si vous avez utilisé Google Translate récemment. Pour traduire en anglais, c'est vraiment très performant, mieux que l'humain parfois. La bioinformatique aussi, ça a été touché par le deep learning. Donc beaucoup de domaines, si je résume, ils ont été révolutionnés récemment par le deep learning. Alors, je vais essayer dans ma présentation d'aujourd'hui de présenter quelques architectures, en fait, les plus célèbres pour les deep learning. Je vais essayer de présenter de manière simplifiée pour voir à quoi ils servent et dans quel contexte ils doivent s'appliquer. D'accord? Alors, je commencerai par ce qu'on appelle les auto-encodeurs, c'est le plus simple. Je vais enchaîner par les réseaux de Boltzmann et puis ce qu'on appelle les Deep Belief Networks, les réseaux de croyance. Je vais enchaîner plus tard par les réseaux convolutionnels qu'on utilise souvent pour le traitement d'images, la reconnaissance visuelle. Ensuite, les Recurrent Neural Networks, ça c'est pour les classifications et la prédiction des données séquentielles, donc des données qui se suivent dans le temps. Puis finalement, je vais finir par ce qu'on appelle les Generative Adversarial Networks, c'est les réseaux génératifs antagonistes en français, c'est le mot le plus juste que j'ai trouvé, adversarial. Ça veut dire ici, c'est comme à peu près, c'est un modèle à la fois discriminatif et génératif. Alors ça, c'est juste, je l'ai copié d'un site. Ça, c'est à peu près l'évolution de l'histoire des réseaux de neurones, jusqu'à arriver au plus récent ici, 2017, à peu près, on a vraiment proposé les derniers, là, les Generative Adversarial Networks. C'est à peu près vers 2014 que ça a vu le jour. Donc c'est assez récent quand même comme domaine, mais ça remonte vraiment à 1950 dans l'histoire, comme j'ai présenté tout à l'heure. Commençons par les auto-encodeurs. Qu'est-ce qu'un auto-encodeur? Alors un auto-encodeur, c'est un réseau de neurones qui a une architecture symétrique. D'accord? Où on a donc une architecture symétrique, où on a juste une couche cachée qui s'appellera H. Et puis il représente, ce H-là va représenter un encodage des données initiales. Donc on va prendre une donnée X. Alors ce qu'on espérait, c'est de créer une version H qui est un codage de X. Alors bien sûr, vous allez me dire pourquoi cet encodage-là. Alors pour plusieurs raisons. On peut réduire la dimensionnalité de X, on peut prendre X et 20 mesures sur un individu, mais on voudrait chercher une représentation plus courte qui va représenter les caractéristiques de l'individu avec moins d'entrées que X. Alors bien sûr, les auto-encodeurs peuvent avoir plusieurs couches aussi, donc peuvent avoir une seule couche ou plusieurs, mais sauf qu'ils doivent être symétriques. Donc ici, par exemple, prenons ici le 2, on doit l'encoder avec un vecteur. Donc ça, c'est la représentation H. Puis on aimerait bien le décoder, pouvoir décoder pour avoir une version qui est aussi proche de la donnée initiale. Alors voici l'architecture d'un auto-encodeur. Alors, donc ce n'est pas un problème de classification ou quoi que ce soit, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un réseau qui est fait pour coder. Donc la sortie, c'est un code. Alors ici, l'auto-encodeur va essayer de compresser les données initiales. Autrement, ce n'est pas en termes de nombre de données, c'est en termes de vecteur de données. Alors si on donne un vecteur à 100 caractéristiques, j'aimerais bien le réduire à 20 caractéristiques, si je veux. Et ça, donc pour avoir un code plus court, H, mais on aimerait bien aussi que, si on voudrait récupérer les données initiales, X, on aimerait bien que le réseau possède aussi ce qu'on appelle un décodeur. Maintenant, si on prend 100 caractéristiques, on va les représenter par un moindre nombre de caractéristiques, certainement qu'on va perdre l'information, certainement. Mais sauf qu'on va essayer de faire un décodage qui va nous rendre nos données initiales de la manière la plus proche de la version originale. D'accord? Vous connaissez tous les problèmes de réduction de dimension, par exemple l'ACP, tout ça. Quand on perd de dimension, on perd certaines données. Nécessairement. On peut pas, quand on compresse, on a une perte. Mais le meilleur compresseur, c'est celui qui, si on décompresse, il doit nous ramener la version originale, au mieux qu'on puisse faire. D'accord? Mais on gagne en termes de volume. On n'a pas besoin de garder toutes les caractéristiques initiales.
On peut réduire d'1 million à 1000, par exemple, les caractéristiques. Or, on va appeler la fonction de codage f de x et la fonction de décodage g de h. Donc, x chapeau ici, c'est la version décompressée. Donc, bien sûr, le meilleur encodeur, c'est celui encodeur-décodeur, c'est celui qui va nous récupérer une version approximée, donc une fois décompressée, qui soit la plus proche de la version originale des données. Alors, il y en a plusieurs architectures d'auto-encodeurs. Il y a ce qu'on appelle les architectures end complete. Alors, end complete, c'est lorsque le code est plus court que les données originales, la représentation originale. Alors, il y a certainement ici une compression. On n'a pas le choix. Donc, ici, l'auto-encodeur est forcé d'avoir une représentation compacte des données. Pour chaque donnée, il va lui chercher une représentation compacte. Bien sûr, on peut avoir une architecture à une seule couche intermédiaire, cachée, comme on peut avoir aussi plusieurs couches cachées. Bien sûr, le code va être emmagasiné ici, dans la dernière couche. On a aussi des représentations qui sont, on dit, overcomplete. Alors ici, vous allez me dire, on va augmenter la taille des données. Ce n'est pas intéressant. Mais sauf qu'on peut quand même chercher avec ça des représentations intéressantes, mieux que les données, la version originale. Alors ici, la représentation, donc un encodage des données où le code va être plus grand que la version originale des données. Alors ici, si on voudrait qu'on a une donnée originale, puis que les données décompressées vont être à peu près la même chose que les données originales, alors vous allez me dire, pourquoi on ne va pas copier les données directement ici? La fonction triviale, c'est de faire la fonction identité. On va prendre les données ici, on va les copier ici, puis les données ici, on va les copier ici, puis on a erreur 0 de décompression. Mais ce n'est pas une solution qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une représentation qui ne soit pas la forme triviale. Donc on doit imposer des restrictions qu'on appelle régularisation, où on peut induire l'encodeur, le décodeur à avoir des caractéristiques intéressantes à l'intérieur de H, du code qu'on aimerait avoir. Alors allons-y dans quelques formulations que j'espère vont être faciles à apprivoiser. Alors, ici, donc pour éviter justement qu'on a la solution triviale, on peut rajouter ce qu'on appelle de la régularisation pour justement prioriser, qu'on appelle quel est l'aspect des données qui doit être copié dans le code. Donc, forcer l'algorithme à compresser, mais pour garder des propriétés intéressantes des données. Alors ici, bien sûr, pour l'apprentissage d'un auto-encodeur, donc on doit chercher une fonction objective à minimiser ou à maximiser pour avoir le meilleur codage possible. Alors, bien sûr, si on a, donc F c'est l'encodeur, G c'est le décodeur, on aimerait bien que le décodeur, une fois qu'ils sont décodés, vont s'approximer de la version originale. Donc la fonction d'erreur, tout simplement, va être la distance entre la version originale des données et la version décompressée. Si on a un bon encodeur, il doit bien coder et bien décoder. Donc on pourra récupérer une version approximée des données décompressées qui soit proche de la version originale. Alors vous allez être certainement d'accord que la meilleure comment dirais-je, mesure d'approximation, c'est l'erreur des mandats carrés, qui est, voici la version originale, voici la version décompressée. Alors un meilleur encodeur-décodeur, c'est celui qui va minimiser la reconstitution des données. C'est le minimum squared error, mean squared error. Alors ici, comme j'ai donc l'auto-encodeur, ce n'est pas du tout un algorithme supervisé, c'est non supervisé, on n'a pas d'étiquette de données. On a juste des données, puis on voudrait trouver la version la plus compacte, où on garde la structure des données. Alors, on a juste à nourrir l'algorithme avec des données, tout simplement, beaucoup de données. Puis on aimerait, justement, pour un encodage avec une seule couche, c'est facile. On va passer tout simplement, ça c'est les valeurs des neurones code, et ça c'est la donnée originale qui a été fournie. Donc on passe tout simplement une fonction sigmoid, dans un sens, et ça ce serait le F en fait qui va construire le code à partir des données initiales. Donc ça c'est les valeurs des neurones intermédiaires. Alors ce sigma là peut être la fonction sigmoid ou relu
Donc on peut placer aux tangentes hyperboliques, on peut faire injecter ici n'importe quelle fonction qu'on connaît déjà. Le décodage va être construit avec une fonction similaire. Donc à partir du code qu'on a reconstruit H, on va placer un autre W, et puis on aura une autre fonction sigmoïde qui va nous reconstituer les données initiales. Aussi proche que possible des données originales. Donc, le but maintenant, c'est d'estimer, comme on a une fonction de codage et une fonction de décodage, c'est d'estimer les paramètres du codeur et des décodeurs, tout simplement. Donc, on doit estimer les W et les B. Alors, tout simplement, on va reprendre un petit peu notre fonction de tout à l'heure, celle-là. On va écrire G et F en fonction de nos paramètres. Alors, les voilà. Donc j'ai écrit, ça c'est F, le codage, et ça c'est le décodage. Donc ça c'est le code qui a été créé. Si je lui place le décodage, je dois avoir quelque chose qui est proche de mes données originales, et je dois minimiser ça sur le W et le B pour trouver les meilleurs paramètres de mon auto-encodeur. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait injecter de la régularisation pour avoir des propriétés intéressantes dans le code. Alors, parmi les propriétés qu'on peut avoir, on peut avoir un code qui soit sparse. Alors, qu'est-ce qu'on appelle sparse? C'est un code qui est... on va juste avoir quelques valeurs actives et puis la plupart sont des zéros. Donc, un code très compact. On appelle ça sparse. Ou bien un code qui est denoise. Par exemple, on peut induire le code à ce qu'il soit une réduction de bruit des données originales. Alors souvent, donc, pour injecter la régularisation, on a la fonction de perte, de reconstruction des données. On peut placer notre régularisation qui va induire une sparsité ou quelconque. Le denoising, tout simplement, c'est en plaçant des données bruitées initialement, puis on va voir est-ce qu'on peut récupérer des données qui ne sont pas bruitées à la fin. Alors, quoi on peut appliquer les auto-encodeurs? Pourquoi ils ont été inventés? Alors la première chose qu'on peut faire, c'est la classification. Si on va par exemple trouver des problèmes à beaucoup de dimensions de données, on peut réduire le nombre de dimensions pour avoir une classification plus facile à réaliser. On peut compresser les données. Alors si j'ai par exemple j'ai un dossier médical d'une personne qui contient 1000 caractéristiques, peut-être je pourrais réduire ça à moindres caractéristiques. Je peux réduire le nombre de caractéristiques. Donc on peut avoir peut-être 20 caractéristiques au lieu de 100. Ça va réduire la taille donc des données. On peut détecter aussi ce qu'on appelle des motifs anormaux en se basant justement sur si par exemple un code, une donnée par exemple ne respecte pas le code. Le hashing. Alors pourquoi le hashing? C'est que vous savez bien que pour la recherche d'informations, dans les bases de données, on peut utiliser le hashing. C'est une indexation basée sur le hash, des tables de hashing. Alors si on a des codes, on peut réduire une donnée à un code très compact. On peut appliquer justement sur le code un hashing pour retrouver une donnée de manière très très rapide. Au lieu d'avoir des index à des centaines de lignes, on peut avoir des index très compacts et très rapides pour chercher des données. Alors aussi, on peut utiliser ça aussi pour la visualisation. Une autre version, justement, c'est pas un autocodeur, mais une version aussi de codage des données, c'est ce qu'on appelle les machines de Boltzmann restreintes. Alors, la même chose, on peut les appliquer pour la réduction de dimensions, pour la classification, le filtrage collaboratif, l'apprentissage de caractéristiques, etc. Alors, la différence entre les autoencodeurs, c'est que les machines de Boltzmann sont génératives, ils se basent sur les probabilités. Ce n'est pas juste une fonction sigmoïde, mais il y a une probabilité qui est apprise pour la génération des codes. Alors voici un petit peu l'architecture de ce qu'on appelle des RBM, machines de Boltzmann. Alors c'est un graphe biparti, donc il y a deux parties du graphe. Il y a ce qu'on appelle les parties visibles et les parties cachées. Hidden layer and visible layer. On va nommer ces variables visibles le X et les variables cachées H.
Alors les groupes, ils ont des connexions entre eux, mais il n'y a aucune connexion entre les éléments d'un même groupe. D'accord? Donc ici, les groupes sont à l'intérieur d'un même groupe, les neurones ne se connectent pas. Donc c'est juste entre les groupes visibles et cachés qu'il y a une connexion. Bien sûr, avec les RBM, on peut construire, on peut enchaîner des RBM, plusieurs RBM, pour construire ce qu'on appelle des réseaux de croyances profonds. Et bien sûr, on peut estimer les paramètres grâce à la backpropagation qu'on avait eue tout à l'heure. Alors, comment les réseaux comment dirais-je, les RBM sont construits? Au demeurant, j'ai omis comment dirais-je, un détail. Et pour les RBM, les entrées et les sorties sont binaires. C'est des 1 et des 0. Donc c'est pour les codes binaires. Alors, un RBM, on lui associe bien sûr, supposons qu'un RBM, il a M unités visibles, ça c'est le nombre de caractéristiques des données d'entrée, et N hidden features, ça veut dire les caractéristiques de sortie. Alors N peut être plus grand ou inférieur à M. Donc on doit associer une matrice W qui va servir des connexions, comme c'est les poids des connexions entre les entrées et les sorties, entre les données visibles et les données cachées. Et bien sûr, je dois associer ce qu'on appelle des Bayes vecteurs, donc parameters AI et BJ pour les unités visibles et les unités cachées. Alors, on construit ce qu'on appelle une fonction d'énergie pour vraiment voir du réseau qui se base sur, qui est comme suit. Donc, l'énergie entre les données visibles et les variables visibles et les variables cachées, c'est la somme de toutes les variables visibles, XI multiplié par AI, les variables cachées multipliées par BI, puis les produits mixtes entre les variables cachées et les variables visibles. Ici, tout simplement, comme les variables sont binaires, 1 ou 0, tout simplement. Alors, on aimerait voir si certaines variables d'entrée vont activer des variables de sortie et vice-versa. Donc, avec ça, on peut construire ce qu'on appelle une probabilité conjointe des variables de sortie et des variables cachées, qui sont X et H. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça Boltzmann. Ça ressemble un petit peu aux équations de Boltzmann. Donc, les champs de Markov et tout ça, si vous en connaissez un petit peu les champs markoviens, c'est à peu près le même principe. Sauf qu'ici, c'est un graphe biparti. Il y a juste une variable, une couche visible et une couche cachée. Alors, on peut induire à partir de là des probabilités de la couche visible. C'est juste la marginalisation sur les variables cachées et vice-versa aussi pour les variables cachées par rapport aux variables visibles. Un autre aspect de réseau de Boltzmann, c'est que la probabilité d'un vecteur d'entrée, sachant les variables cachées, on a une indépendance probabiliste. Donc, les XI sont indépendants entre eux si on connaît les variables cachées. Et vice-versa pour les variables cachées. Si on connaît X, la probabilité des valeurs cachées sont la probabilité conjointe de toutes les variables cachées sont le produit des probabilités de chaque variable. Alors, on peut construire une probabilité d'activation des variables cachées. La probabilité qu'une variable cachée soit activée en sachant X, c'est une fonction sigmoïdale des données d'entrée. Et la même chose, une fois que j'ai le code, la probabilité d'activation d'une donnée quelconque, c'est une autre forme sigmoïdale. Alors pour estimer W, A et B, donc il faut estimer tous ces paramètres-là d'un réseau de Boltzmann, on passe par ce qu'on appelle le maximum de vraisemblance. Alors tout simplement, on maximise la probabilité conjointe de toutes les probabilités des données. On peut donner au réseau de Boltzmann autant de données que désiré, puis on fait un produit de toutes les probabilités, on maximise cette fonction-là sur tous les paramètres du système. Alors ça, c'est un algorithme génératif qui est utilisé, qu'on appelle ça contrastive divergence, qui est utilisé pour estimer les paramètres des réseaux de Boltzmann. Alors bien sûr, on peut construire à partir des réseaux de Boltzmann ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds de croyance, Deep Belief Networks.
Tout simplement en superposant plusieurs réseaux de Boltzmann. Donc 1, 2, 3. Et on aimerait bien, ce qui est désiré justement dans ces réseaux-là, c'est qu'on a des données initiales X, et on voudrait avoir des représentations de haut niveau qui vont représenter certaines propriétés des données intéressantes. Donc on peut stacker, comme on dit, plusieurs réseaux de Boltzmann, au demeurant aussi plusieurs auto-encodeurs pour avoir ce genre de représentation-là. Deuxième type de réseau très intéressant dans le deep learning, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutionnels. Et ça, c'est vraiment l'un des réseaux qui est le plus célèbre, utilisé dans l'imagerie surtout. Alors, on va voir quelques aspects de ces réseaux-là. Alors, commençons d'abord par la reconnaissance visuelle. Je vais essayer d'être un peu bref. Il y a mon collègue Hicham qui va présenter demain ça de manière plus détaillée. Donc, je vais être un peu... donc, je vais juste introduire les bribes de ces réseaux-là. Donc nous, inspirons-nous des humains. Les humains reconnaissent visuellement à peu près tout sans difficulté. Je vois une chose, je la reconnais tout de suite, un objet quelconque, je reconnais ça de manière instantanée. Donc de manière très facile, sans effort presque, on reconnaît tout avec nos yeux et notre cerveau. Or, pour la machine, ce n'est pas évident. Les gens sont battus avec ces images-là pendant longtemps pour avoir une reconnaissance fiable, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas quelque chose de facile. Pourquoi? Parce que si je vous présente cette image-là, c'est facile. Vous allez reconnaître l'objet. Mais si je vous présente ça, vous saurez quoi faire avec ça. Alors que la machine, c'est ce qu'elle reçoit. Qu'est-ce qu'elle peut extraire d'ici? Donc, ce n'est pas évident. Et donc, les gens se posent la question, est-ce qu'on peut créer un réseau de neurones, aussi complexe soit-il? On lui donne des images à l'entrée, puis lui, il est censé nous donner des catégories à la sortie. Par exemple, ici, on a des chiens, des races de chiens. Est-ce qu'on peut sortir les deux races, par exemple? Ou plus généralement, n'importe quel objet. Chaise, bureau, téléphone, etc. Donc, ici, par exemple, juste pour vous définir une image couleur, par exemple, il a 3 canaux, le RGB, donc rouge, vert et bleu. Par exemple, si j'ai une image de 480 par 480 en termes de taille et 3 canaux, chaque, bien sûr, pixel, on appelle chaque élément de l'image un pixel, il est codé sur 256 valeurs différentes. 0 à 255, c'est ce qu'on appelle niveau de grille. Alors, ce qu'on aimerait bien, c'est prendre notre réseau de tout à l'heure, donc on va revenir à l'apprentissage supervisé. On aimerait donner au réseau les images telles quelles, brutes, sans extraire aucune caractéristique. C'est lui-même qui va en extraire. Puis il va nous fournir, il va essayer d'apprendre l'association entre l'image et la classe. Alors il y a quelque chose, les réseaux de neurones sont inspirés surtout de ce qu'on appelle la fonction biologique de l'œil. C'est que les neurones visuels de la rétine sont excités par ce qu'on appelle la propriété de ce qu'on appelle de champ de réception. Alors prenons un neurone ici de l'axe de la rétine, il est excité par plusieurs fonctions, ou plusieurs sous-neurones donc dans une région voisinante, le neurone central ici. D'accord? Donc chaque neurone il est excité par une région, si vous voulez, de petits neurones qui sont vraiment excités par la lumière qui arrive aux yeux. On appelle ça le receptive field. Donc chaque neurone est excité par la région qui l'entoure. D'accord? Par une certaine convolution, en fait, qu'on va voir juste après. Donc le réseau de neurones convolutionnels, on appellera ça CNN, va utiliser tout simplement, contrairement au réseau qu'on avait tout à l'heure, les poids vont être des filtres locaux. Les poids des couches vont être des filtres qui vont être déployés sur les images pour extraire des caractéristiques, justement. Donc ça ne va pas être des poids classiques au sens comme on les avait tout à l'heure, donc un neurone lié avec un autre neurone par un poids. Ici, il va y avoir une architecture de neurones qui va encoder des filtres pour extraire des caractéristiques, qui va essayer de ressembler autant que possible au cortex humain. Ça veut dire à notre perception de l'œil. Ceci, bien sûr, est très différent de l'approche classique qui utilise des caractéristiques fabriquées à la main. Donc ça, c'est vraiment le réseau qui va extraire toutes les caractéristiques. Une autre propriété du réseau de neurones, c'est qu'on
on utilise le convolutionnel, on utilise ce qu'on appelle le partage des weights, des poids. Vu que si on veut extraire une caractéristique, on scanne toute l'image par le même filtre, donc le même filtre peut être déployé pour beaucoup d'entrées dans l'image. Et aussi, cette propriété-là permet d'avoir quelque chose qui est invariant aux translations spatiales. Alors, les réseaux de neurones convolutionnels, ils ont certainement battu beaucoup de records en termes d'imagerie, reconnaissance visuelle, mais ils sont aussi utilisés dans d'autres disciplines comme la recommandation automatique ou le traitement des langages. Alors, voici un exemple très illustratif de ce qui se passe par ces réseaux-là. Donc, chaque image est scannée localement, scannée dans le sens où chaque localité est liée. Ça, c'est la première couche du réseau de neurones, ça, c'est la deuxième, la troisième, la quatrième, ainsi de suite. Donc, ici, les poids vont être associés à des régions locales. Donc, chaque neurone ici, dans la couche ici, va être associé à plusieurs neurones spatialement conjoints, si vous voulez, dans une localité. Cela permet d'extraire justement des caractéristiques locales intéressantes. Alors, le but des réseaux de neurones, c'est d'extraire justement ces propriétés locales avec un exemple comme suit. Alors, au départ, c'est l'image. La première couche, on va extraire des caractéristiques qui sont vraiment de bas niveau, comme les contours, etc., ou les coins, les lignes, par exemple. Ici, on commence à extraire, en associant les... Ça sonne? Allô? Ça va? Alors, les contours sont... Ça, c'est le premier niveau d'abstraction. Après, on peut associer les contours locaux pour extraire des formes locales, par exemple comme les oreilles, le nez, la bouche, etc. À partir de là, on associe justement les caractéristiques de la couche intermédiaire ici pour extraire encore des abstractions ou des représentations de plus haut niveau. Donc, le réseau de neurones, non seulement il apprend des poids, mais ces poids-là, ils ont une signification de représentation des caractéristiques et encore construites de manière hiérarchique, c'est-à-dire de la caractéristique de plus bas niveau jusqu'à la caractéristique de plus haut niveau. D'accord? Une fois qu'on fait ça, à la fin, tout simplement, on va associer les classes aux éléments de plus haut niveau. Alors, un réseau de neurones convolutionnel classique, il va se composer de ces couches-là. Il y a une couche qu'on appelle de convolution, il y a des couches de convolution. Il y a des couches qu'on appelle de pooling ou d'échantillonnage. Et puis à la fin, on a une couche qui est, réseau de neurones classique qui est full connected. Donc c'est le réseau de neurones classique ici. Toute cette couche-là, c'est ce qu'on appelle les couches qui alternent les convolutions et les échantillonnages. Alors c'est quoi cette convolution? Qu'est-ce qu'une convolution? Alors, la convolution, c'est que ça, c'est une image avec des valeurs. Et ça, c'est la sortie, le neurone, si vous voulez, de la couche suivante. Alors, ce que fait ça, c'est les poids qui sont censés être appris par le réseau de neurones. Alors, une convolution, c'est qu'on scanne une localité quelconque, on multiplie chaque valeur du poids avec la valeur correspondante dans l'image. Et puis en somme, voici la convolution. Ça, c'est l'opération de convolution. Donc 4 fois 0 plus 0 fois 0, ainsi de suite, jusqu'à 9 multiplications. Et on somme tout ça pour avoir une valeur de sortie ici. D'accord? Donc c'est une somme pondérée. C'est un filtre qu'on passe sur l'image pour extraire une caractéristique quelconque. Ce filtre-là, bien sûr, il est créé, il est appris, puis il est passé sur toute l'image, pour créer toutes les caractéristiques dans chaque localité de l'image. Bien sûr, on a weight sharing, ça veut dire on peut, comme j'ai dit, bien sûr, comme on utilise la même caractéristique, si on veut apprendre une caractéristique quelconque, on va utiliser le même filtre pour tous les pixels de l'image, le même filtre peut être appliqué pour tout le monde. Bien sûr, on peut apprendre plusieurs filtres. On peut appeler 5, 6 filtres, 7 filtres, autant que désiré. Donc ça, c'est juste pour un seul filtre, mais on peut apprendre autant de filtres que désiré. Le filtre, c'est tout simplement une matrice de poids, de 5 par 5 par exemple, ou de 3 par 3, qui est censée extraire des caractéristiques intéressantes dans l'image.
Donc ici, par exemple, si on veut, donc d'une couche à l'autre, par exemple, si on apprend un seul filtre, donc il suffit juste d'apprendre 25 paramètres et ça suffira. Alors que si, par exemple, vous avez pris chaque pixel individuellement et vous allez connecter à tous les autres pixels de la couche intermédiaire, vous n'allez pas en finir. Vous allez avoir 480 par 480 poids à calculer. Or, ici, c'est juste 25 paramètres. C'est la taille du filtre qui va être apprise tout simplement. Pas la taille, les éléments du filtre qui vont être appris tout simplement. L'opération de pooling ou échantillonnage, on s'appelle ça downsampling. Alors, supposons que ça, c'est les résultats de l'application de la convolution, dans la couche juste après, on applique ce genre de pooling. Ça veut dire on prend pour chaque 4 valeurs, on prend une seule valeur la maximale, la maximal value. On peut prendre aussi la moyenne. On appelle ça l'opération de pooling. D'accord? Alors, pourquoi le pooling? À quoi sert le pooling? C'est une opération, on fait la convolution, ensuite on fait l'échantillonnage. Alors ça sert vraiment, il a une signification très intéressante, c'est que, par exemple, si j'extrais un contour par exemple, pour reconnaître la forme humaine. Si j'ai une réponse d'un contour ici, d'un contour ici, d'un contour ici, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que je sache qu'il y a un contour ici. Je n'ai pas besoin vraiment du contour, juste savoir s'il y a un contour ou pas. Voyez-vous, c'est la réponse maximale qui m'intéresse. Donc je ne m'intéresse pas à garder le contour en tant que tel. Je m'intéresse juste à savoir s'il y a un contour ou pas dans la localité en question. Alors, donc, une fois une caractéristique est extraite, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il existe ou il n'existe pas dans l'image. Donc, je ne m'intéresse pas à la garder en tant que telle, la réponse du filtre. Donc, je garde la valeur maximale dans un voisinage. Puis, cette opération-là, elle a comme aussi mérite le fait de garder juste la valeur maximale dans les voisins. Ça me permet aussi d'avoir ce qu'on appelle l'invariance à la translation. Si un objet se retrouve ici dans l'image ou ici, il va le reconnaître. D'accord? Il y a une invariance à la translation, au shift. Parce que je prends juste les valeurs maximales dans un voisinage. D'accord? Donc il y a ce qu'on appelle le mérite d'invariance au déplacement. Donc on réduit aussi la taille aussi bien sûr le fait de réduire aussi la dimension, on réduit aussi la taille dans l'image de sortie des vecteurs finaux à classer. Donc on réduit bien sûr, si on réduit ici on réduit la dimension x par 2, la dimension y par 2, c'est comme si on a réduit le nombre de données à classer à 75%. Donc à 25%. On a enlevé 75% de données quand même. Alors une fois que les caractéristiques sont extraites ici par exemple, donc on a plusieurs couches de caractéristiques qu'on va apprendre. On peut apprendre jusqu'à 5, 6, 7 couches, autant que possible, dans la hiérarchie qu'on voudrait avoir. Une fois que c'est fait, on prend la dernière réponse de vecteurs, on les place dans un vecteur traditionnel, comme on a vu tout à l'heure, puis on les passe dans un réseau de neurones final qu'on appelle Fully Connected Neural Network. Ici, toutes les nœuds sont connectés aux sorties. Ici, c'est les classes. C'est les fonctions H de tout à l'heure qui codent les classes. On peut avoir autant de classes que possible ici, qui correspondent aux objets. Alors, quelques exemples des caractéristiques qui sont apprises par des réseaux de neurones convolutionnels pour les fers, les voitures, les éléphants, les chars, les chairs, les chaises. On voit que les abstractions, donc ici c'est les caractéristiques de plus bas niveau, ils sont partagés par tous les objets, mais plus on monte dans la hiérarchie d'abstraction, plus le réseau de neurones a extrait des caractéristiques quand même qui définissent les objets de manière très fidèle. Alors voici quelques exemples de ce qui a été réussi par ces réseaux-là. On peut scanner une image et découvrir tous les objets, et avec une identité parfaite, presque. D'accord? Ici par exemple. On peut voir une image médicale et voir si c'est une image normale ou une image avec une pneumonie, par exemple. Donc, c'est diagnostic automatique. Alors, certainement qu'on a aussi, vous avez entendu parler de la voiture autonome qui scanne automatiquement et puis qui se conduit toute seule en évitant les piétons, les arbres, en reconnaissant les plaques de signalisation. Ils savent que c'est un arrêt
ou les limites de vitesse. Ils peuvent scanner une plaque et voir si c'est 50 à l'heure ou 70 à l'heure, et automatiquement la voiture va ralentir. Donc c'est vraiment assez autonome et assez précis. Malheureusement, pour ces réseaux-là, ils ont quand même une faiblesse, c'est qu'on peut les tromper facilement. Alors, c'est juste pour vous dire qu'ils ont réussi pas mal de prouesses, mais quand même, ils ont des petits soucis quant à la fiabilité. Alors, voici ce qu'on appelle un stick qui a été fabriqué par un chercheur de Google qui a été placé sur cette image-là, avec une banane. Bon, sinon on lui pose une banane, il va répondre par banane parfaitement. Il a reconnu l'objet impeccable. Mais quand on place quelque chose, il a quand même sorti, je ne sais pas quoi ici. Un toaster, c'est un grille-pain. Donc, il a quand même, c'est-à-dire, on peut tromper le réseau. Ça, c'est vraiment à cause de quelque chose de très simple. Le réseau, souvent, se concentre sur la chose la plus importante dans l'image. Ici, la chose la plus importante, c'est le sticker. Donc, il a été mal induit. Aussi, on peut aussi créer des distorsions qui peuvent quand même nuire au réseau de neurones convolutionnel. Mais la plupart du temps, si une image quand même est bien, le réseau répond bien aussi. Donc il a fait quand même des performances assez spectaculaires. Deuxième type de réseau intéressant, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones récurrents. Alors tous les réseaux que j'ai présentés jusqu'à date, ce sont des réseaux de neurones feed-forward. Ça veut dire la formation passe de la première couche à la dernière couche. Puis la dernière couche, ça va être une classe, par exemple, ou une régression. Alors, mais les réseaux de neurones, bien sûr, feed-forward, sont incapables, malheureusement, de classer des données, ce qu'on appellerait séquentielles. Alors, qu'est-ce qu'une donnée séquentielle? C'est une donnée qui est, par exemple, j'ai une évolution d'un processus dans le temps. Donc, la taille des données n'est pas nécessairement initiale, ce n'est pas fixe. Par exemple, je vais voir les prix du pétrole pendant 5 mois et puis je vais prédire le prix pendant le 6e mois. D'accord? Donc, c'est une donnée séquentielle. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est de produire des outputs, des résultats, à partir de séquences de données. Alors, les réseaux classiques feed-forward se basent sur des données qui sont fixes, que ce soit l'image, que ce soit n'importe quelle donnée, mais la taille des données initiales est fixe. Alors, ce qu'on s'intéresse de faire, c'est pour des données séquentielles. Alors, ça peut être, par exemple, utile pour la reconnaissance vocale, parce qu'on peut parler plusieurs mots, puis on aimerait bien que le système reconnaisse ce qu'on dit. Donc, la taille de l'entrée peut être variable. Je peux dire un mot, que je peux dire 2 mots, je peux dire un mot long, un mot court. Donc, il faut que la donnée elle-même n'est pas de taille fixe. Donc, c'est une taille variable. On peut aussi avoir des séries temporelles qui ont des tailles variables et puis on aimerait bien qu'un réseau soit capable de les reconnaître. Alors, un exemple simple. Supposons que j'ai une fonction, j'aimerais bien apprendre la chose suivante. Un réseau de neurones qui va me dire « yes ». Si le nombre de 1 est pair dans une séquence et 0 si le nombre est impair. Très simple comme problème. Mais on ne peut pas le résoudre par le réseau classique. Parce que je peux avoir des tailles différentes. Et la fonction que j'aimerais apprendre, c'est 1. Yes, c'est la classe yes. Si j'ai un nombre pair et no si le nombre est impair. Ça, ce n'est pas facile à faire avec un réseau classique. Il me faut un réseau qui est capable de prendre en charge des données à plusieurs variables et analyser l'historique. D'accord? Alors, les réseaux de neurones standards sont incapables de faire ce genre de choses. Donc, ils ne peuvent pas, malheureusement, prendre en charge les données séquentielles. Alors, on a inventé un autre type de réseau de neurones, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones récurrents. Donc, les nœuds intermédiaires, donc ils vont injecter l'information du passé dans le présent pour avoir justement l'historique des données, de ce qu'on a vu dans les dernières valeurs, puis ils vont essayer d'intervenir pour
essayer de prédire le futur. Alors voici l'architecture d'un réseau de neurones récurrent. Donc ça, c'est le processus qu'on appelle d'unfolding ou déploiement du réseau de neurones récurrent. Alors ça, si vous prenez juste une partie ici, ça c'est le réseau de neurones classique. Si vous pouvez dire, ça c'est le feed-forward. Entre les différents feed-forward, c'est juste les H sont c'est les mêmes couches intermédiaires. Ça c'est les entrées dans la version T-1, dans le temps T-1, c'est T, ça c'est T plus 1. Ça c'est les sorties Y, T plus moins 1, YT plus 1. Alors ce qui va changer ici tout simplement, c'est que les valeurs de H à la state, donc à l'état T-1, vont influencer la valeur de H à l'état T. Tout simplement, le passé va le passé va influencer le présent et le présent va influencer le futur. Alors il va influencer non seulement les sorties, il va influencer aussi les valeurs des nœuds intermédiaires. D'accord? Alors ici, pour chaque étape, on va avoir une fonction sigmoïdale qui va avoir un H, la valeur de H va être une fonction des données, mais aussi fonction des valeurs passées du même H, des valeurs passées des variables cachées. Une fois qu'on a la variable cachée autant T, une fois qu'on a fixé ça, donc on aura la sortie désirée ici. Par exemple, ça peut être classer la parole, classer n'importe quelle donnée, donc time series, donc séquentielle. Alors on a plusieurs types de configurations de ces réseaux de neurones récurrents. On peut avoir one-to-one classification. Par exemple, ici, on peut avoir ça ressemble au réseau de neurones le plus récurrent, le plus simple. Donc, c'est comme un feed-forward qui va fonctionner ici one-to-many. Alors ici, ça peut être par exemple, on a many-to-one et many-to-many. Alors, one-to-many. Alors, one-to-many, on peut avoir par exemple une image avec différents types d'objets, par exemple, ou par exemple une caption qu'on va avoir ici. On peut avoir une image, par exemple, on peut sortir, avoir une seule image. Ici, on peut sortir par exemple une description de l'image. Par exemple, tous les différents objets, s'il y a une action qui est en train d'être faite dans l'image, donc on peut le sortir à partir de là. Ou many-to-one. Alors, many-to-one, pardon, donc ça fonctionne un peu. Many-to-one. Alors ça, on va avoir des données séquentielles qui sont à différentes longueurs et une seule sortie de prédiction. Ça peut être par exemple des problèmes comme l'analyse d'opinion par exemple. On peut avoir un texte variable, mais on voudrait savoir si les mots ou le texte va véhiculer une opinion négative ou positive. Par exemple, une opinion sur un produit. Donc l'entrée est variable, le texte peut être de différentes longueurs, mais la sortie, elle est une seule. Donc si l'opinion est négative ou positive. Comme on peut avoir aussi une architecture many-to-many. Par exemple, on peut avoir du texte en anglais qu'on va traduire en français, par exemple. Le translation, c'est ce qu'ils utilisent. Donc, comment apprendre à ces réseaux-là? Donc, on utilise toujours la technique de backpropagation. Donc, on appelle ça backpropagation through time, BPTT. Donc, on apprend de la manière exactement pareille au réseau de neurones classique. Donc, on va placer les sorties, moins les entrées, c'est-à-dire la fonction de prédiction, moins les... on va placer, si vous voulez, la cross-entropie, l'erreur de prédiction, qu'on va essayer de propager par backpropagation pour corriger toutes ou updater toutes les valeurs des points intermédiaires. Ça se fait vraiment de manière très similaire à ce qu'on a vu ce matin. Alors, il y a deux problèmes. Quand on a par exemple des données en série très très longues, on a quand même vu qu'il y a des problèmes. Le premier problème, c'est ce qu'on appelle donc les exploding gradients. Si par exemple on a des séries de données qui sont très très longues, les gradients peuvent soit augmenter, soit exploser de manière brutale. Bien sûr, pour ce qui est lorsque les gradients peuvent être très très forts, on peut toujours les tronquer. Donc c'est une manière de réduire le problème. Malheureusement, pour les gradients qu'on appelle vanishing gradient, on a vraiment de sérieux problèmes avec ça. C'est pour ça que les réseaux de neurones récurrents classiques sont vraiment difficiles à apprendre.
Alors, vers à peu près la fin des années 90, il y a une version des réseaux de neurones récurrents qui est venue, qui s'appelle LSTM. On appelle ça Long Short Term Memory Units. Alors, pour justement avoir une architecture un petit peu facile en termes de mémoire, on a placé ce qu'on appelle des gates, ou des barrières pour garder la mémoire. Donc, c'est à peu près le principe, c'est juste garder ce qui est utile dans la mémoire, tout simplement. Maintenant, pour ce qui est de l'apprentissage, il y a quelques équations. Donc, ça, c'est les fonctions des gates. Et ça, c'est les fonctions de qu'est-ce qui est gardé en mémoire. Et ça, c'est l'output final. Donc, ça, c'est juste des équations. Vous pouvez les décortiquer après. Ce n'est pas le but d'ici. Donc, maintenant, c'est juste vous présenter ça. Alors, les LSTM vont vraiment utiliser la même technique, sauf qu'ici, on a des gates, des barrières qu'il faudrait apprendre pour justement éliminer le problème du vanishing gradient pour les séries temporelles. Donc, on applique vraiment les techniques dont on a parlé ce matin, c'est la descente du gradient, c'est l'optimisation par la descente du gradient. On utilisera toujours la backpropagation, mais pour LSTM. Et puis, pour justement éliminer le problème de vanishing gradient, LSTM va continuellement nourrir chaque barrière, justement, gates, pour garder juste l'information utile dans la mémoire, pour la prédiction de la prochaine étape. Et bien sûr, le LSTM, justement, il a vraiment trouvé beaucoup de performances par rapport au réseau de neurones récurrents classiques. Donc, le LSTM peut vraiment traiter des données avec beaucoup de longueur. Ça veut dire avec des durées très très longues, comme par exemple le son, le texte, etc. Donc, les applications de LSTM peuvent être la prédiction de séries temporelles, la détection d'anomalies, par exemple, dans les séquences, par exemple, classer des données de rythme cardiaque, classer des données de bourse, etc. On peut on peut faire ça aussi pour les reconnaissances de caractères, la composition de musique, etc., la traduction automatique, etc. Donc LSTM, si vous voulez, RNN et LSTM sont vraiment utilisés pour les données séquentielles. C'est vraiment par excellence les meilleurs algorithmes réseaux de neurones pour la prédiction des données séquentielles. Le dernier architecture, c'est ce qu'on appelle, ça a été proposé en 2014, c'est les réseaux de neurones génératifs adversiels, en français antagonistes. Alors, juste un rappel. Alors, tous les réseaux de neurones, les architectures qu'on a vues jusqu'à date, c'est des réseaux de neurones discriminatifs. Autrement dit, on place des données au départ, puis on cherche une classe à la fin, une classe quelconque, donc parmi d'autres. Donc, c'est ce qu'on appelle, on essaie de chercher des frontières entre les classes. Il y a ce qu'on appelle un autre concept dans des modèles de modélisation de données, ce qu'on appelle les modèles génératifs, c'est d'apprentissage de distribution pour les données, pour générer des données, nouvelles données. Bien sûr, la plupart des architectures, comme le CNN qu'on a vu tout à l'heure, la classification d'images, ils se basent c'est un modèle basé sur la discrimination. Donc, à la fin, on va voir des classes. Bien sûr, parmi les problèmes de ces méthodes discriminatives, c'est que la performance des modèles sont souvent dépendantes du type des datasets qu'on utilise pour leur entraînement. Si on a par exemple très peu de données pour l'apprentissage, certainement que les modèles ne vont pas facilement être généralisables. Ils peuvent produire ce qu'on appelle l'overfitting, c'est-à-dire être vraiment très mal dans la généralisation. Et bien sûr, les algorithmes peuvent être vulnérables à ce qu'on appelle aux exemples adversiels ou antagonistes. On a vu tout à l'heure la banane, quand on a introduit le sticker, le réseau il a été complètement induit en erreur. Alors, justement, est venue une architecture qui s'appelle justement GIA, présentée par des chercheurs de Google, puis de l'Université de Montréal. Ici, l'architecture des réseaux de neurones va avoir deux composantes, la composante discriminative et la composante générative. Alors, qu'est-ce que les deux composantes? Une fois que le réseau a appris les paramètres, il va essayer lui-même de générer des exemples adversiels pour tromper le discriminatif. D'accord?
Donc le réseau va générer des données, comment dirais-je, artificielles, puis le réseau discriminatif va essayer justement de dire que ces données-là sont fausses plutôt que vraies. Voyez-vous, donc il essaie de se corriger lui-même. C'est un réseau qui justement se veut comme mission de dépasser justement les exemples adversiels. D'accord? Donc le générateur, bien sûr, doit avoir, son mission, c'est de tromper le discriminateur, ou augmentant son erreur, si vous voulez, en produisant des exemples dans des instances synthétisées. D'accord? Alors, c'est ça qu'il faut, ça je l'ai mis un petit peu donc, comme le chat et la souris, là. Donc ici, le générateur, c'est comme quelqu'un qui va produire des fausses données. Puis le discriminateur, c'est comme le policier qui va toujours essayer de chercher la bonne de la mauvaise. D'accord? Bien sûr, une fois que les données génératives sont là, le discriminateur va essayer de se corriger justement pour parer aux données adversielles, pour être toujours de plus en plus fiable, comment dirais-je, en raffinant les paramètres à chaque fois. Alors, quelques exemples, vous allez être impressionné par les exemples qu'un réseau de neurones peut générer. Alors ça a été généré, ça c'est réel. D'accord? Voyez-vous que le réseau, quand même, il a pas mal d'imagination. D'accord? Alors voilà, donc je conclue avec une petite conclusion et une discussion, si vous voulez. Donc les réseaux de neurones, enfin les deep learning, l'apprentissage profond, est un domaine vraiment en pleine expansion et très prometteur pour l'apprentissage, donc et pour l'amélioration des performances de beaucoup d'applications d'analyse de données. Bien sûr, le réseau, ce domaine-là, il est en boom, donc il n'est pas, la recherche dedans, il est en pleine, comment dirais-je, très active. Cependant, il y a quand même des challenges qui restent. Parmi ceux-là, j'ai posé juste quelques questions très générales. Alors, les genres de données qu'on peut exploiter avec les réseaux de neurones profonds, c'est plutôt des données étiquetées. Ça veut dire on peut faire souvent de l'apprentissage supervisé. L'apprentissage non supervisé, ça reste dans son stade primitif, disons. On ne sait pas comment vraiment faire de l'apprentissage supervisé de manière efficace avec les réseaux de neurones profonds. L'autre question qui peuvent beaucoup de monde peuvent se poser, est-ce que le deep learning, ça va être la révolution, l'intelligence artificielle absolue? C'est une question légitime. On peut se poser, est-ce que le deep learning, c'est le summum de l'intelligence artificielle? Moi, sincèrement, je ne crois pas. Je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire pour arriver à une intelligence artificielle très puissante, ressemblant à celle de l'humain. Puis l'autre, aussi pour les gens de la sécurité, certainement qu'il y en a certains ici, est-ce qu'on est capable de déployer tous ces réseaux-là partout avec pas de risque du tout? C'est pas dire on va passer des réseaux de neurones partout, dans les voitures, dans les, je sais pas, dans la reconnaissance de parole, le texte et tout ça. Puis, est-ce qu'il y a un risque de déployer, avec les vulnérabilités qu'on connaît, est-ce qu'il y a un risque de placer tous ces réseaux-là à large scale? D'accord? Puis je vous laisse avec cette pensée de l'inventeur, du parrain, du grand-père de deep learning, c'est Geoff Hinton, qui disait que la science progresse funeral at time, ça veut dire funérailles à chaque instant, ça veut dire les modèles naissent et meurent, puis ils renaissent avec d'autres modèles. Il dit que le futur va dépendre d'un certain étudiant, peut-être c'est parmi vous, qui va être suspicieux de tout ce que j'avais dit, tout simplement. Parce que lui, il a été suspicieux de tout ce qu'on avait dit avant, il a créé ces réseaux-là, mais peut-être un jour, le futur, peut-être il va vous appartenir, et peut-être vous allez remettre en cause tout ça pour créer des choses plus puissantes que ça. D'accord? Donc, je suis ouvert pour vos questions. Merci de votre attention.